Il est l'heure de retrouver Bernard Darniche, Émilie Defay et Michael Tardu, les citoyens de la route. Une autre façon de faire la route, la suite, c'est maintenant. France Bleu 107.1, les citoyens de la route. Michael Tardu, Bernard Darniche et Émilie Defay. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec toujours ce même plaisir chaque week-end pour les citoyens de la route entre 8h30 et 9h, bien entouré avec le président de l'association Citoyens de la route. Bonjour Bernard. Bonjour à tous et bon week-end. Bon et dimanche. Bon Émilie dimanche. Defay, bien sûr, la journaliste mobilité de France Bleu 107.1. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. On parle de notre route, mais d'une autre façon de la faire et de la partager avec nos invités. Ils sont 3 autour de cette table. Oui, il fallait au moins ça pour parcourir la région parisienne. Enfin, ils l'ont fait déjà à 2. Eux, ce sont Paul-Hervé Laveissière, urbaniste, géographe, cartographe, auteur de La Révolution de Paris sentier métropolitain, à découvrir depuis avant-hier dans les librairies. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, c'est votre éditeur, Baptiste Lanespèce, qui est plus que ça, puisque c'est également votre compagnon de voyage. Bonjour Baptiste. Bonjour. Un Marseillais à Paris, il est venu de Marseille spécialement pour nous faire vivre cette aventure et la partager avec nous. Et lui, il est venu de beaucoup plus loin, ou de beaucoup plus près, ça dépend, à moto et à mobilette, puisqu'il adore ça. C'est Antoine de Maximi, bonjour. Bonjour. Le routard, l'animateur de J'irai dormir chez vous sur France 5, de retour avril-mai pour la saison 5, c'est ça ? C'est ça. Birmanie, Namibie, Argentine, Allemagne, Californie, vous avez 3 secondes pour remettre dans l'ordre alphabétique. Vous vous rendrez compte qu'il y a des A, B, C et un N qui se baladent. On continue avec vous de parler de cette autre façon de faire la route et on va profiter de vos expériences aujourd'hui pour voir s'il y a des idées à prendre et à laisser au fil de vos voyages et de vos découvertes dans la grande couronne parisienne qui finalement n'est autre que le Grand Paris pour vous deux. Des idées à prendre et à laisser pour la région parisienne et surtout on se posera dans la deuxième partie de cette émission la question de savoir si vous êtes des modèles à suivre. Bienvenue dans les citoyens de la route. Alors, des idées à prendre et à laisser pour la région parisienne. D'ailleurs, Antoine de Maximi, certaines de vos rencontres ont quelques bonnes idées. Je suis sûr que ça va plaire à Bernard Darniche. En France ou en Belgique, je roule avec des plaques belges. Hein. Oui, d'accord. Et en France ou en Belgique, regarde toutes les plaques que nous avons, françaises ou belges, comme on peut enculer l'État français ou l'État belge. Parce qu'en Belgique, tu roules avec des plaques françaises et en France, tu roules avec des plaques belges. Et comme ça, t'es jamais emmerdé. Et tu n'es jamais emmerdé parce qu'il n'y a jamais personne qui te suivra. Tu comprends bien? Incontournable. Ah ouais, c'était quelque chose. J'ai rencontré des gens, c'était vers où? C'était vers Spa, vers le circuit. Et vraiment, c'était pareil, quand tu vas pas vite, tu rencontres des gens que tu t'attends pas à trouver. Et eux, ils étaient vraiment formidables. Moi, c'était assez particulier parce que j'avais un peu peur. Parce que justement, ils étaient une petite tendance un peu à pas respecter tout, on va dire, comme ça, pour rester bien ouvert. Et d'un autre côté, je me sentais bien avec eux parce que je sentais qu'ils avaient vraiment envie de rigoler. Et en général, qui que ce soit, quand les gens ont envie de rigoler, je veux dire, flic ou voyou, en général, ça se passe bien. Donc des idées. Ils vous ont donné une petite plaque pour ramener à Non, j'ai pas Paris. ramené de souvenirs de ce genre, mais vraiment, ça a été quelque chose. Est-ce que vous avez ramené de vos voyages à travers le monde des idées, de bonnes idées ou au contraire de mauvaises idées qu'il faut surtout pas reproduire en France? On va commencer par les bonnes. Alors là, au niveau des idées, je sais pas, comme ça, il me vient rien vraiment à l'esprit. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que j'ai jamais rien ramené de mes voyages. Si vous allez chez moi, vous allez voir la misère. C'est-à-dire que j'ai rien accroché au mur, j'ai des ampoules nues qui pendent, mes meubles, c'est tout de la récupération. Je pense que j'ai un problème avec ce qu'on met dans la coquille de l'escargot. C'est en fait de ma maison, c'est très fonctionnel. Mais votre maison, c'est dehors, puisque vous allez dormir chez les autres. Du coup, c'est un peu ailleurs. Ouais. Ouais. Et en même temps, j'adore ma maison, elle est extrêmement agréable à vivre. Bon, je vous laisse réfléchir quand même si côté mobilité, il y a des bonnes idées qui vous ont traversé pendant ces différents voyages. On va se tourner un peu plus vers nos Parisiens d'adoption. Vous ne trouverez peut-être pas, qui sait. Par contre, Paul Hervé et Baptiste, j'imagine qu'il y a des choses que vous avez vues. Ah bah voilà. Ça, c'est Antoine un truc que Maxime, je désolé, veux. Ça sera plus tard. Je veux. Ah ouais, ça je veux. Mais je l'aurai jamais. Qu'est-ce que c'est ? Je suis allé filmer le Burning Man, rassemblement complètement déjanté dans le désert du Nevada où il y a tout et entre autres des véhicules incroyables, improbables, genre un dragon de 25 mètres de long qui se déplace sur la plage où il y a 50 personnes à bord qui dansent, des trucs comme ça. Et il y avait j'en ai vu plusieurs, des canapés à moteur. Ça c'est génial, des canapés à moteur. T'es 2-3 là-dessus, tu discutes, c'est super bien installé. Il y a rien autour de toi, t'as pas cette connerie de carrosserie qui t'enveloppe et tout. Et t'avances avec ce machin avec un moteur pourri qui fait du bruit, mais
tu te promènes. Et ça, pour moi, c'est le rêve. Et j'ai un souvenir quand j'étais petit où on avait quand même le droit de faire beaucoup plus de choses. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de morts, mais on s'amusait plus. Je me rappelle avoir croisé des mecs avec sur le toit une banquette pareille accrochée et il y avait plusieurs mecs sur le canapé en train de se promener dans la campagne. Ça, c'est un rêve. C'est les Simpsons qui vont être fans. Alors, Paul Hervé, Baptiste, vous, la bonne idée finalement, c'est celle que vous avez ramenée à travers votre livre, c'est que la marche, c'est possible à Paris, en région parisienne. Ouais, marcher, en fait, c'est très efficace. On peut en plus se faire des distances bien plus grandes que ce qu'on imagine au premier abord, et l'effort est bien récompensé en général. Vous n'avez jamais imaginé les choses comme ça avant cette marche dans Paris? Alors vous avez marché à Marseille, vous le disiez, mais Paris, vous l'aviez imaginé aussi sous cet angle-là, et surtout le grand Paris, comme vous l'appelez, ce Paris de l'autre côté du périph'? Ouais, alors nous, Baptiste, la pratique, je sais pas si je réponds exactement à la question, mais nous, la pratique de la marche qu'on a, elle est à la lisière entre les vacances et la vie quotidienne. C'est-à-dire que ça relève à moitié de la rando, du voyage, et à moitié de choses très très quotidiennes, du transport quotidien. Moi, je sais que mon rapport à la vie en tant que piéton en ville a un petit peu changé depuis que je fais ça. Je me rends compte que des fois, en 20 minutes de marche, on y est, ça m'évite de prendre 4 ou 5 stations de métro en fait, qui vont être bondées. Donc j'évalue mieux les distances, je maîtrise mieux mon territoire en tant que piéton. Donc on est toujours à la lisière avec ce truc-là entre le transport de la vie quotidienne toute bête et le grand voyage. Et puis un autre truc qu'on voulait dire aussi, c'était que dans cette petite couronne, on a découvert un énorme chantier de tram. C'est ouf, quoi. À quel point la petite couronne est en train de se tramiser partout. Et nous, ça nous réjouit. Enfin, surtout Paul Hervé, qui en tant qu'urbaniste est hyper sensible au tram. C'est sûr que... Oui, 2 lignes de tram qui ont été ouvertes l'année dernière et 2 à venir cette année. Et ce que vous dites aussi, c'est que c'est quand même un territoire qui au départ a été pensé et conçu autour de la voiture, la petite couronne, et que finalement, en tant que piéton, on n'est pas si mal à l'aise que ça. Non, parce que quelque part, c'est de la bonne ville, quoi. Je veux dire, c'est des quartiers qui ont été plus ou moins, assez bien constitués par rapport à ce qu'on a fait dans les 30 dernières années, où on a très peu été confronté à des quartiers en cul-de-sac, en impasse, style raquette. Vous en avez eu du côté du mur aux pêches. Oui, on en a eu. Ouais, mais vous y attendiez pas et finalement vous êtes retrouvé coincé. J'ai Ah lu le ouais, livre, c'est pas vachement, notre seul impasse a été effectivement le mur aux pêches à mur aux pêches Montreuil. À Montreuil. Mais quelque part, tous ces quartiers, on va dire, je sais pas, on marche entre le 19e et les 30 Glorieuses, quoi. En gros, c'est ça. On marche quand même dans une ville qui a été faite juste avant l'arrivée de la bagnole, ouais, quand même. Donc, c'est pas la pire. Il y a quand même un réseau viaire et des vraies rues avec des trottoirs. Et ça, c'est quand même un luxe. Et vous traversez aussi des échangeurs autoroutiers. Le carrefour Pompadour, c'est possible. On en parle beaucoup nous, sur France Bleu 107 ans. On peut le faire à pied. On traverse des forêts, on traverse des échangeurs, on traverse des passerelles, on traverse des parcs, on traverse plein de trucs. Mais l'échangeur de la Pompadour, c'est vrai que c'était énorme parce qu'on avait un frémissement comme à l'approche d'un énorme dragon en se disant mais merde, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, déception. Rien. Et en fait, non, ça allait, quoi, ça passait. Piste cyclable, on se dit merde, ce monde est complètement domestiqué. Les citoyens de la route vous emmènent sur une autre façon de la faire, cette route, avec bien sûr Émilie Defay, Bernard Darniche. Bernard, vous souhaitez réagir? Oui, parce que... vous avez le droit de dire non, sinon. Non, j'entendais le point de vue de l'urbaniste. Moi, j'aimerais bien poser une question. Évidemment que le tramway, à certains endroits et dans des sites précis, je trouve que c'est une belle réponse, mais pas partout. À vouloir trop faire bien, quelquefois on fait tout très mal. Et moi, je voulais poser la question sur des moyens semi-aériens qui se développent partout dans le monde aujourd'hui, des transports collectifs semi-aériens qui sont un peu calqués sur ceux, évidemment, des montagnes, mais qui sont adaptés à la situation urbaine. Avec Je les voudrais ton point de vue. Le téléphérique notamment. Ouais. Le téléphérique, on y revient, on y pense de plus en plus parce que c'est pas cher. Exactement. C'est pas cher du tout. Parce que moi, je me pose la question des tramways. Ouais. Qui paye et pendant combien de temps? Ouais, mais le truc, c'est quand on voit un énorme embouteillage, on se rend compte que chaque voiture a été achetée et toute cette essence a été achetée aussi. Donc tout ça représente aussi une somme énorme. Pas sur les mêmes part. budgets. Voilà, c'est ça. Mais Alors, on va ensemble aborder un dernier point pour ce quart d'heure. Comment ce changement de mobilité peut modifier la façon de voir notamment les transports? Vous allez nous le dire dans quelques instants, mais j'ai un exemple à vous donner. C'est François Simon, le critique gastronomique, qui était notre invité dans Roue Libre, le Mac Vélo, sur France Bleu 107.1. C'était le 26 janvier, et justement, écoutez ce qu'il dit. Lui, c'est par rapport, vous en doutez, au vélo.
Je perçois la ville maintenant à travers mon vélo. Je prends les distances, je calcule, je sais que vous êtes à 30 minutes de la maison, je suis arrivé à 1 minute près. Pour moi, le monde devrait être comme ça et j'ai l'impression qu'il devrait basculer vers une préhension beaucoup plus tactile, humaine, avec une vraie dimension et non point ces voitures qui vont peut-être trop vite. Je pense que le vélo, c'est l'idéal parce que le nez travaille, les oreilles, les yeux. Ce matin, en venant ici, j'ai entendu les mouettes, les oiseaux, j'ai senti les différents vents, les boulangeries qui commençaient déjà à écumer, les voitures bien sûr, les arbres et tout ça, c'est incroyable. On a la restitution du monde tel qu'il pourrait être. Bernard Darniche. Je me reconnais complètement encore une fois, je parle de ma vie passée, puisque je suis vieux, donc je suis obligé de parler de ma vie passée plus que ma vie. Mais vous faites toujours du vélo, Bernard. toujours du Mais vélo. non, mais quand j'avais pris la décision, j'étais le seul à le faire dans tout le championnat du monde, de faire toutes les épreuves à vélo. Évidemment, ça me permettait de m'intégrer dans le tissu humain de la région et en même temps de me préparer physiquement et en même temps de ressentir en montagne les endroits où il y aurait de l'humidité, moins d'humidité, les différences de température, les coins qui restaient au soleil et d'autres à l'ombre. Ça me permettait de m'intégrer de comment dirais-je, de l'épreuve que j'allais parcourir en voiture. En voiture, on est totalement imperméable à tout ça. Mais on ne peut pas découvrir toutes ces choses-là. C'est ce que disait Antoine de Maximi hier au début de l'émission, c'est que finalement on a cette espèce de carrosserie, de carapace qui nous protège du monde extérieur. Vous vous déplacez comment vous au quotidien, Antoine de Maximi, vous êtes parisien ? Oui, je suis parisien. Je suis dans la petite couronne, là, sur le territoire des deux, là. Et en fait, je essentiellement au scooter. J'ai une moto, une voiture, mais le scooter est vraiment adapté à ma vie à moi. Et vous avez le sentiment que par rapport à la voiture, ça change... j'ai une voiture à pédale. J'ai une voiture à pédale que j'ai racheté à un brocanteur il y a une trentaine d'années. 2 places en bois, ça s'appelle un vélo-car pour adultes et je l'ai prise de temps en temps dans Paris. J'ai un grand succès. J'imagine. Mais c'est quand même relativement peu performant, ça fait 80 kilos, il y a que 3 vitesses, enfin bon. Mais ça c'est génial. Hein. Et ça change votre perception de l'environnement ? De quoi? Lequel? De ce qui vous entoure, la voiture à pédale ou le scooter? Ah ouais, la voiture à pédale, ça change tout. Alors là, ça change tout. Je me rappelle une fois, j'arrive, il y avait un gars, il venait d'acheter une Harley, tout le monde était en train de regarder la Harley, moi je suis arrivé avec mon truc pourri, tout c'était fini pour lui. Paul Hervé, Baptiste, la marche, j'imagine beaucoup au quotidien, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a d'autres moyens de transport comme ça, comme le disait François Simon, qui changent notre regard sur notre environnement urbain? Moi, je suis un vrai usager du vélo, aussi en ville. À Bruxelles, où j'habitais 3 ans, je fonctionnais tout en vélo. Vélo, tramway, quoi. Et donc, c'est aussi ce côté nostalgique 19e. Est-ce que la vie du 19e, c'est le tramway plus vélo, plus piéton? Et voilà, il n'y avait pas encore toutes ces voitures. Et la ville dense, elle s'est faite à cette échelle. Baptiste? Oui, et il y a une chose que tu dis, Paul, aussi souvent, c'est que c'est bien beau la mobilité, mais le but, c'est pas non plus que les gens qui habitent à 100 km de la ville soient super bien reliés à la ville, parce que s'ils sont trop bien reliés, malheureusement, ça veut dire que ça va favoriser l'étalement urbain, donc savoir aussi diminuer ces mobilités, enfin... Voilà. Oui, en fait, pendant des années, les ingénieurs nous ont expliqué qu'on allait tout résoudre avec la mobilité, mais dès qu'on apporte une solution de mobilité, s'il est possible d'arriver plus vite au centre, on peut aller habiter encore plus bas. Et donc finalement, maintenant, tout le monde est en train de se rendre compte qu'au lieu de faire de la mobilité, on va déjà faire de l'urbanisme. Là, c'est l'urbaniste qui parle. Mais faisons déjà de la ville. Et on n'aura pas besoin... Pourquoi d'un coup on aurait besoin d'aller partout tout le temps? Dans les prochaines minutes, nous reviendrons ensemble sur nos invités. On leur demandera si ce sont des modèles à suivre pour faire la route d'une autre manière. Émilie Defay, Michael Tardu, Bernard Darniche, les citoyens de la route sur France Bleu 107.1. Dernière ligne droite de notre émission consacrée à une autre façon de faire la route avec nos 3 invités. Paul Hervé Lavessière, l'auteur de La Révolution de Paris, un sentier métropolitain aux éditions Wild Project, et c'est son éditeur qui est à ses côtés et ami maintenant, puisque finalement cette marche autour de Paris les a réunis également dans une belle histoire d'amitié. C'est ce que vous racontez aussi dans le livre, Baptiste Lanespèze. Vous avez marché pour mémoire 6 jours dans la capitale qui dépasse ce périphérique sur une boucle de 130 km entre Saint-Denis, Versailles, Créteil, sur un sentier que vous avez imaginé, et vous nous racontez cette aventure dans ce livre qui a été publié avant-hier. Ensemble avec également Antoine de Maximi, le routard qui nous revient avec une nouvelle saison sur France 5 dans les prochains mois pour les beaux jours, avril-mai, et on va parler avec vous de quelque chose de très simple. J'ai une question assez simple à vous poser. Est-ce que vous aimeriez que l'on marche dans vos pas et que l'on vous prenne pour exemple, Antoine de Maximi? Alors, moi, ça me dérange pas que des gens aient envie de faire la même chose. Il y en a eu. Bon,
mais je pense que c'est une erreur de le faire parce que c'est tellement identifié ce que j'ai fait avec une manière de filmer qui est quand même très particulière. Je pense que c'est plus difficile. Il vaut mieux que ces gens-là essayent de se démarquer. Pour ce qui est de ça, c'est pour l'aspect technique, on va dire. Télévision. Télévision. Pour le fait de partir à la rencontre des gens, moi, je trouve ça très bien que les gens le fassent. En revanche, moi, j'incite personne à le faire pour plein de raisons. D'abord parce que ça peut être dangereux quand même. Moi, j'avais beaucoup voyagé quand j'ai commencé à faire cette série. J'avais plus de 40 ans. J'avais couvert des guerres. J'avais vu des gens dans des situations extrêmement difficiles. J'avais quand même une connaissance de la psychologie, de l'être humain, etc., qui était quand même relativement développée et qui fait que je sens venir les coups. D'ailleurs, là, encore en Namibie, j'étais dans un bar, je sentais que ça allait dégénérer, qu'il valait mieux que je m'en aille, surtout que je risquais d'être la cible. Je suis parti, le lendemain, j'ai appris qu'il y avait eu une bagarre, voilà. Je le sentais. Et donc, j'ai pas trop envie de dire, allez-y, vous allez voir, les gens sont gentils, etc. La majorité des gens, et très sincèrement, je le pense, la très grande majorité des gens sont plutôt gentils, ont envie de vivre bien, de vivre avec leurs enfants, etc. Mais il reste quand même quelques gens un peu à éviter. Et il faut faire attention. Paul Hervé, Baptiste, vous avez envie que quelqu'un suive votre trace ou quelqu'un au pluriel? Ouais, moi je trouve ça super qu'il y ait des gens qui se baladent partout dans la petite couronne avec une carte IGN ou son smartphone, ou l'application qu'on va sortir. Et puis au-delà de ça, même à l'échelle du Grand Paris, c'est clair que notre projet, c'était aussi l'envie de dire au Grand Paris, c'est bien beau de faire des super transports de réseau express, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de faire aussi un itinéraire poétique qui fasse découvrir le Grand Paris aux grands Parisiens? Donc si à partir de ce tracé initial de Paul Hervé, il y avait un projet qui devait se monter avec un comité scientifique et tout pour faire un vrai grand tracé au Grand Paris, pour nous, ce serait clairement l'aboutissement du rêve initial. Et il y a une marche qui est prévue aussi au mois d'avril en Seine-Saint-Denis. On fait une grande marche populaire. Alors ça, c'est un peu autre chose. On fait une journée d'une grande marche populaire sur 2 portions de la ligne 13, en fait, entre Gennevilliers et Saint-Denis-Basilique, pour mettre le projet. Ce sera l'abandon officiel. On renonce au projet, on le donne au peuple. Donc ce sera la révolution, on peut pas la faire seule. Donc elle va mourir, c'est le reste avec nous. Il faut qu'on la transmette. On passe le virus, mais ça, c'est pas encore un nouveau sentier officiel, quoi. C'est marrant parce que cette histoire me rappelle un film que j'ai fait en 87. Qui était, à l'époque, je n'étais pas encore vraiment réalisateur, j'essayais de me débrouiller. Et j'ai fait un film qui était une parodie d'Expédition, ça a été diffusé sur TF1. Et on a fait le tour de Paris sur les voies du métro. Des lignes, je ne sais plus, les 2 qui font le tour de Paris, là, en fraude, on n'avait pas demandé d'autorisation. Enfin, on a fait une parodie sac à dos, lampe frontale, on a bivouaqué, on a fait un truc assez marrant. Et c'est pareil d'aller je déconseille formellement d'y arriver, de le faire. Il y a 750 volts en courant continu au milieu, là, c'est extrêmement dangereux. Mais ça avait fait un film qui était quand même assez rigolo, et justement d'aller dans des endroits où on va pas, quoi. Bernard Darniche. Moi, je pense que je pense que le virus va prendre parce que il y a une volonté et une prise de conscience des personnes qui habitent, qui sont des urbains sédentarisés, qu'il est nécessaire pour continuer à mieux vivre ou bien vivre de marcher. Et c'est la marche qui donne la vraie réponse. Le jogging, on se rend compte finalement que c'est très agressif pour l'organisme. Le vélo, quand on tombe, on se casse la gueule comme moi, on se pète le fémur. La marche, la marche est évidemment la réponse la plus actuelle et la plus définitive. Par contre, il me revient en image, je ne sais pas si quelqu'un ici dans ce studio connaît, c'est 180 degrés par rapport à ce film de Lelouch qui avait fait au volant d'une Ferrari cette traversée de Paris. Le rendez-vous. Stupide, mais qui était tellement belle sur un plan de la réalisation. Mais vous êtes à l'inverse, quoi. C'est hyper violent en même temps. Voilà, c'est d'une violence extrême, alors que vous êtes vraiment sur un plan poétique à l'inverse. Et pour dire un truc qui rejoint complètement l'idée d'Antoine de Maximi initiale, d'ailleurs, j'étais curieux de savoir comment est née l'idée initiale de taper à la porte des gens dans une position de vulnérabilité, du coup en disant est-ce que vous voulez bien m'accueillir? Nous, il y a un truc un peu comme ça avec la marche, c'est que lorsqu'on passe une journée ensemble à marcher avec quelqu'un, il se crée une intimité qui est très particulière, et ensuite quand on se revoit même 1 an ou 2 ans plus tard, il y a une reconnaissance presque physique du compagnon de route, et là ça n'a pas manqué, on était partis pour bosser ensemble, mais au bout de 6 jours de marche, en fait, soit ça passait, soit ça cassait, soit en fait on se serait frité, ou alors on est devenus amis, et il n'y a rien de tel, c'est hyper intime, et c'est pour ça que je compare un peu avec l'histoire de dormir chez les gens, je pense qu'il y a un truc du même ordre, et je me demandais comment, on vous a posé 1000 fois la question sûrement, pardon, mais l'envie initiale, c'était un truc que
de se retrouver en position de demander l'hospitalité. Comment c'est venu dans votre biographie, vous? C'est très compliqué, en fait. Je ne vais pas pouvoir répondre en une phrase parce que c'est plein de raisons qui m'ont poussé à faire ça. Mais pour revenir à ce que vous venez de dire sur le fait de la proximité, moi j'ai remarqué un truc, c'est que arrivant comme ça chez des gens que je connais pas, celui qui t'ouvre sa porte, c'est quelqu'un qui a pratiquement toujours besoin de parler, qui t'arrive au bon moment. C'est-à-dire que le même mec, tu le verras une autre fois, il se passera rien. Mais là, il t'ouvre sa porte et très souvent, ils te disent des tas de choses qu'ils disent même pas à leurs proches. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est une histoire, tu arrives au bon moment. Et deuxièmement, tu vas repartir. Tu vas repartir avec ça. Moi, j'avais pas prévu ça quand j'ai lancé le projet initial, mais je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui se disaient que je ne m'attendais pas à entendre dans ces conditions-là. Ouais, il y a souvent des choses très fortes, assez émouvantes parfois. Alors, une autre façon de faire la route, encore, allez, 4 minutes même pas à passer ensemble sur France Bleu 107.1. Dernière question, je sais que vous l'avez évoqué hier, Baptiste, je crois que c'était vous, la question de l'addiction. Alors, on parle pas de certaines friandises que l'on peut manger quand on se balade et qu'on va dormir chez les gens, qui font beaucoup de bruit sur Internet ces derniers mois. Ou des gâteaux qu'on peut manger au Burning Man. Ouais, c'est ça. Toxique. Qui devra. Véritable addiction, finalement, on va commencer par la marche et votre idée de que vous en avez. Moi, de mon côté, c'est vrai qu'à partir de 2010, j'ai commencé en gros à faire 2 jours par mois de marche dans le périurbain marseillais, Martigues, Port-de-Bouc, des trucs comme ça. Et en fait, c'est rentré dans ma vie. Maintenant, il faut que 2 jours par mois, j'aille faire ça. Et ce qui est magique, c'est que c'est encore une fois à la portée de chez moi. Donc, il suffit que je prenne ma journée pour le faire. Alors, il faut un itinéraire. La seule matière première dont on a besoin, c'est un itinéraire. À Marseille, il existe. Maintenant, à Paris, il existe aussi. Il est déjà en ligne sur révolutiondeparis.com. On a oublié de dire ça. Mais à partir du moment où il y a l'itinéraire, c'est facile et c'est tellement séduisant. Vous passez une journée pour rien, quoi. Ça coûte rien. Paul Hervé, addiction. Oui, parce qu'en fait, une fois qu'on a vu, je sais pas, Saint-Maur, Créteil, pourquoi on n'irait pas encore plus loin à Argenteuil, Enghien Enfin, il y a des. Non, mais on a trouvé le King. Comme tu disais, on a trouvé un ouvre-boîte. Ouais, je choisis le King. On a trouvé un ouvre-boîte qui permet d'ouvrir ce territoire. Et ce territoire est immense. Il est tellement grand qu'il faut des jours en fait pour le parcourir. Et nous, on a marché 6 jours, mais on a découvert quel pourcentage de cette couronne. Notre champ de vision était limité. Donc, on a encore énormément de territoire à découvrir. Antoine de Maximi, je ne sais même pas pourquoi j'ose vous poser la question. C'est une addiction. Oui, je crois, parce que en fait, de ce point de vue-là, j'ai 2 périodes dans ma vie. Avant de commencer à voyager, jusqu'à 20 ans, nous n'avions pas de sous, donc les vacances c'était chez la grand-mère, on n'en bougeait pas, etc. Et puis quand j'ai commencé à faire des films, parce que j'ai voyagé pour faire des films. Moi, je n'ai pas voyagé pour voyager, bizarrement. Et maintenant, 30 ans plus tard, j'ai pratiquement jamais travaillé en France sans voyager, donc je pense qu'il y a une certaine addiction. Et pour répondre très rapidement à ta question, la question concernant comment était venue l'idée, il y a un livre de poche, le premier que j'avais écrit, qui est sorti, ça coûte rien, vous le trouverez facilement, et là ça raconte tout dans le détail. Voilà. Ah bah voilà. Je fais pas trop de pub, j'ai même pas dit le nom. Alors ça se trouve. Bon, ça vaut 6 €. Bon, ça va. Et moi, je voudrais citer une petite citation de Rousseau qui m'a été soufflée par un de mes collègues de la rédaction. Rousseau, grand marcheur, qui disait « La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. » Donc la marche, c'est pas seulement une activité physique aussi, hein, vous confirmez? C'est spirituel. Complètement. Et non seulement spirituel, mais aussi, par exemple, à cause de ce chemin, après avoir parcouru toutes ces communes, moi, j'ai revu mon histoire de France. La guerre de 70, j'avais pas pris la mesure de ça. L'enceinte Thiers, la Prusse, la défaite, le siège de Paris, mais c'est énorme. J'avais raté cette importance. Merci à tous les 3 d'avoir passé ce week-end à nos côtés. Je vous invite à découvrir La Révolution de Paris, Sentier métropolitain aux éditions Wild Project. C'est des sorties avant-hier. Vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site internet La Révolution de Paris. Révolutiondeparis.com pour retrouver cet itinéraire et vous y essayer. Quant à Antoine de Maximi, on le retrouve pour le printemps, avril-mai, Birmanie, Namibie, Argentine, Allemagne, Californie, entre autres, pour de nouvelles aventures. Et il y en aura d'autres, j'imagine. Je vous le souhaite en tout cas. Merci. Et en Allemagne, j'ai pas vu venir un coup dans un bar, justement. Vous verrez. Ouais, vous verrez. Il va encore y avoir du buzz. Comme quoi, on ne sait pas toujours ce qui va se passer. Hein. Merci en tout cas à tous les 3 d'avoir passé ce week-end de notre côté. Bernard Darniche, demain aux côtés de Bill de Bruges dans la matinale. Émilie Defay, à vous de jouer. Les citoyens de la route, le débrief. Émilie Defay.
La question aujourd'hui, Émilie, c'est ce que font nos invités. Est-ce que nous, on peut le faire aussi? Alors c'est sûr que si on prend les canapés à moteur qu'Antoine de Maximi a croisés au festival Burning Man aux États-Unis, on peut se dire qu'ils sont pas prêts de rouler sur nos routes, hein, et c'est peut-être compliqué effectivement. Mais l'animateur nous a dit qu'il avait quand même une voiture à pédales, hein, qu'il sort de temps en temps dans Paris. Plus sérieusement, marcher par exemple, évidemment c'est à la portée de tous au quotidien. Pour Baptiste Lanespèce, c'est devenu un réflexe. Et maintenant, plutôt que de prendre le métro pour 4 ou 5 stations, le jeune homme préfère marcher. On peut le faire aussi. La marche, c'est donc un vrai moyen de transport. Et oui, pour Paul-Henri Lavessière, c'est même une vraie alternative aujourd'hui en ville. Selon cet urbaniste, c'est un moyen de lutter contre l'étalement urbain. L'époque où l'on pensait tout régler par la vitesse est révolue. Selon lui, aujourd'hui, dans la ville, il faut pouvoir tout faire à pied. Et avec son compère, Baptiste, les deux hommes invitent tout le monde à suivre leurs traces. Ils veulent propager un peu leur révolution. Antoine de Maximi, lui, est plus prudent et il conseille aux gens de faire attention quand ils voyagent. On ne s'improvise pas globe-trotteur, mais quand même, on peut retenir que tous nos invités nous ont incités à prendre la route.